Benvinguts al Museu Nacional, moltes gràcies per venir a la conferència d'inauguració de l'exposició Insurreccions. Molt breu, jo no volia presentar el George, volia que el George comencés directament, però m'ha dit que està intimidat, cosa que no m'he cregut, i que digués dues paraules abans que ell comenci, així que ho faré encantat. El que fem avui és inaugurar una exposició organitzada pel GDPOM, aquí a la Marta Gili, la seva directora de París, on nosaltres hem treballat conjuntament el projecte per Barcelona i que és una mostra que després viatjarà a Buenos Aires, a Brasil, a Mèxic, a Montreal, i que és veritat que és un projecte molt, molt especial pel museu. En la presentació de Barcelona el George ha fet un esforç enorme i ha integrat quasi un centenar d'obres de la col·lecció i té molt a veure amb un discurs que fa temps que fem, que és fer créixer el terreny, el camp de joc sobre el qual el Museu Nacional treballa. Això no és un contenidor, ho hem dit moltes vegades, no és un magatzem d'obres d'art, ni és un lloc on classificar-les ni alfabèticament ni per ordre cronològic, és un lloc de debat, és un lloc de discussió. Aquesta exposició és una demostració perfecta del que creiem que són els museus avui en dia, que és un espai de discussió, de democràcia, de llibertat, crític, que és com és la realitat, que és molt complexa. El George ha fet una feina extraordinària. Jo no puc presentar el George, tots el coneixeu, per això hi ha aquí 300 persones. És professor a l'École d'Études de París, però la llista de llibres i de publicacions i d'articles que tant ens han marcat i que ens segueixen marcant és infinita. Jo sí que li vull agrair molt, un gran merci, George, la generositat del George. El George ha estat tot el muntatge aquí, tota la setmana, tancat a la sala d'exposicions, al sòtano, a la mazmorra que tenim, muntant tot el dia, treballant amb l'equip del museu, amb la Maria Jesús, amb el Tonyo, amb el Lluís, que han fet una feina excel·lent, i contestant amb una paciència infinita totes les preguntes, explicant les coses. És un plaer estar al costat del George treballant. Se n'aprèn molt, anem carregats de preguntes, tots els principis que pensàvem que teníem ja no els tenim, hem de tornar a construir-los, i això és molt positiu. Per tant, us deixo amb el George. És una conferència que quan acaba ja la inauguració, us ho dic perquè desgraciadament, no perquè no vulguem, dubto que hi hagi temps per fer preguntes ni coses d'aquesta mena, simplement perquè no hi haurà cronologia, no perquè no ens agradi. Un altre dia farem unes jornades de discussió. Avui la idea és que el George parli just fins que ens toqui baixar per obrir l'exposició. Alors, George, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. Bonsoir. Je crois que je n'ai jamais fait une conférence sous une coupole aussi haute. Je n'ai jamais fait une conférence devant un miro. D'habitude, je projette des images, mais bon, on ne va pas projeter des images sur le miro. Et donc, j'ai un peu adapté mon propos au fait qu'il n'y ait pas d'image que je montre. Je suis donc très intimidé. Heureusement, il y a des caras, amigas, des amis. Et ce matin, j'expliquais que l'exposition Soulèvement n'est absolument pas le résultat d'une recherche. C'est une étape d'une recherche. Depuis que cette exposition a été ouverte grâce à Marta Gili au Jeu de Paume, le temps a passé, on va la faire voyager dans d'autres pays encore, et moi je continue de travailler. Donc, très modestement, ce que je vais vous proposer là, c'est un tout petit bout de quelque chose que je continue d'écrire en permanence sur ce sujet. On verra où ça va, je ne sais pas où ça va, mais voilà, j'ai choisi un thème qui permette que je ne vous montre pas d'image. D'habitude, je pense que c'est la première fois que je fais une conférence sans image, mais il y a miro. Bon, voilà. Ce sera donc sur la colère. La colère. Et la question, ça sera où va la colère? Où est-ce qu'elle va? D'accord. En français, on dit une sainte colère. Quand on dit une sainte colère, ça veut dire qu'il y a des colères qui sont justes. La question, c'est comment discerner la justesse d'une colère, comment discerner l'acte de justice d'une colère.
Est-ce qu'une colère peut engendrer un acte de justice? Ou bien, on peut poser la question, comment faire droit au soulèvement? Et quand on parle des soulèvements, vous verrez dans l'exposition, un soulèvement, c'est tout un ensemble de comportements passionnels, c'est du pathos, c'est de la pathos formelle. Comment faire droit à des emportements passionnels? Comment légiférer sur les colères? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'une colère est légitime? Qu'est-ce que c'est le droit au soulèvement? C'est une question très difficile. Moi, je ne suis qu'un historien de l'art au départ, mais j'essaye. Voilà. En 1795, en France, est paru un fascicule de 5 pages qui s'intitulait « Insurrection en faveur des droits du peuple souverain ». En exergue de ce livre, de ce petit livre, le 35e article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite, « Quand le gouvernement viole le droit du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chacune des portions du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Entre-temps, c'est-à-dire entre 1792-93, en France, on appelait les enragés de la Révolution française qui publiaient leurs écrits, leurs adresses, leurs pamphlets, finalement réunis sous un titre très beau, « Notre patience est à bout ». Est à bout. Pas tabou, à bout. Bien plus tard, en 1907, au Congrès anarchiste international d'Amsterdam, c'est pour toi, on vit se lever Emma Goldman lors de l'avant-dernière séance. Elle proposait à l'Assemblée l'adoption d'un texte en faveur du droit de révolte. Et elle lut la déclaration suivante, que je cite. Le Congrès anarchiste international se déclare en faveur du droit de révolte, de la part de l'individu comme de la part de la masse entière. Le Congrès est d'avis que les actes de révolte, surtout quand ils sont dirigés contre les représentants de l'État et de la plutocratie, doivent être considérés d'un point de vue psychologique. Ah, ça, c'est fantastique. C'est surprenant dans un texte politique, mais c'est le texte. Ils sont le résultat de l'impression profonde faite sur la psychologie de l'individu par la pression terrible de notre injustice sociale. On pourrait dire comme règle que seul l'esprit le plus noble, le plus sensible et le plus délicat est sujet à de profondes impressions se manifestant par la révolte, interne et externe. Pris sous ce point de vue, les actes de révolte peuvent être caractérisés comme les conséquences socio-psychologiques d'un système insupportable. Et comme tels, ces actes, avec leurs causes et motifs, doivent être compris plutôt que loués ou condamnés. Durant les périodes révolutionnaires, comme en Russie, donc c'était en 1905, c'est, vous savez, le sujet du film de Eisenstein, Le cuirassé Potemkin. L'acte de révolte, sans considérer son caractère psychologique, sert de double but. Il mine la base même de la tyrannie et il soulève l'enthousiasme des timides. Vous voyez, c'est une question de psychologie là. C'est le cas surtout quand l'activité terroriste est dirigée contre les agents les plus brutaux et les plus haïs du despotisme. Le Congrès anarchiste, en acceptant cette résolution, exprime son adhésion à l'acte individuel de révolte, de même que sa solidarité avec l'insurrection collective. Cette déclaration fut mise aux voix et elle fut approuvée à l'unanimité.
Pourtant, elle ne laisse pas de surprendre à cause de ce point de vue psychologique qu'elle assumait d'emblée. Qu'est-ce qu'a à faire donc la décision politique avec ce que Emma Goldman appelle l'esprit le plus sensible et le plus délicat en tant que sujet à de profondes impressions? La colère invoquée par Emma Goldman renvoie bien à un système insupportable, c'est-à-dire un état de fait historique et politique, mais que sa réaction subjective rend évidente. Il y a donc des colères subjectives, psychologiques, etc., mais historiquement justes, politiquement justes. On pourrait même considérer que la toute première chronique politico-militaire de l'Occident, 8e siècle avant Jésus-Christ, et là je parle évidemment de l'Iliade d'Homère, porte dès le début de sa toute première phrase le mot colère. Chante, muse, la colère, Ménis, la colère d'Achille. Est-ce que tout art serait donc l'art de chanter la colère? Peut-être. Dans un livre intitulé « Colère et temps », Zorn und Zeit, c'est un titre en allemand qui joue évidemment polémiquement avec Sein und Zeit de Heidegger. Dans ce livre, Peter Sloterdijk a proposé une analyse politico-psychologique de la civilisation occidentale, de Homère jusqu'à Lénine. Selon lui, ce serait la colère qui émeut, émotion, et qui meut, mouvement, toutes les sociétés. Sauf que, dit Sloterdijk, le destin de cette colère, par-delà l'explosion simple qu'elle constitue fondamentalement, eh bien ce destin, c'est de ne trouver sa forme que dans un projet. Qu'est-ce que ça a à voir, la colère, avec un projet? Colère plus projet, dit Sloterdijk, cela donne vengeance et ressentiment. C'est comme si toute la colère ne trouvait son économie politique que dans ce que Sloterdijk nomme pour finir, mais je n'aime pas son cynisme. Il y a un cynisme dans son diagnostic. Il appelle ça la Banque mondiale de la colère. Et pour lui, tout projet révolutionnaire, disons de Lénine à Mao, ce sont des entrepreneurs de la colère, dit-il, tandis que les petits porteurs, c'est l'analogie avec la banque, sont tous avalés par ce gigantesque fonds monétaire du désir d'émancipation. C'est très provocateur, évidemment, de comparer Lénine et Mao avec une organisation bancaire. Mais c'est cynique. L'impression que je retire de cette description très générale, c'est que la colère, par Sloterdijk, est reconnue dans sa puissance historique, mais immédiatement, selon lui, elle est réfutée, parce qu'elle est rabattue sur de noirs desseins, comme on dit en français, ou de noirs destins, la vengeance, le ressentiment, la paranoïa, le stalinisme, etc. Tout ça qui canalise la colère. Alors, où va la colère? La tradition philosophique, qu'est-ce qu'elle nous répond? Elle nous répond que la colère va mal, de toute façon. La colère, il n'y a pas de concept philosophique positif de la colère très souvent. Elle va mal. Par exemple, en France, nous avons un grand dictionnaire de philosophie politique. Très gros, très beau, dirigé par Philippe Reynaud et Stéphane Rials, peu importe. Mais il n'y a pas le mot colère dans ce dictionnaire politique. Il n'y a pas non plus le mot révolte. Il n'y a pas non plus le mot soulèvement. C'est bizarre quand même. Ce sont des sujets politiques. S'il y a bien une histoire philosophique de la Révolution, on sait qu'il y a une histoire philosophique de la Révolution, déjà chez Kant jusqu'à Marx et au-delà. Pour ce qui concerne les soulèvements, les révoltes, les insurrections, la colère, non, il n'y aurait que de la psychologie. Il n'y aurait que des crises anachroniques, donc pas d'histoire.
C'est comme si la colère elle-même contribuait à creuser la différence et bientôt l'opposition, pour certains auteurs, entre le mot révolution et le mot révolte. Comme l'a montré par exemple un grand philologue français, Alain Ray, qui a étudié l'histoire du mot révolution. Il reviendrait, je crois, à une anthropologie politique, et là, puisqu'il y a ici un groupe de spécialistes d'Abbé Warburg, cette anthropologie politique, elle doit en particulier au dernier développement du travail de Abbé Warburg, depuis son travail sur les images de propagande au temps de Luther jusqu'à la dernière planche de l'Atlas Mnémosyne. Il reviendrait à une anthropologie politique de penser la colère à l'œuvre dans les gestes de soulèvement, c'est-à-dire en fait c'est l'objet de l'exposition que vous avez au sous-sol, c'est en fait une exposition juste sur les gestes, rien de plus. Il reviendrait à cette anthropologie politique de penser la puissance intrinsèque de son mouvement, je dis bien la puissance, avant même de postuler son projet dans l'ordre des rapports de force, c'est-à-dire dans l'ordre des rapports de pouvoir. Ici, je fais une très grande opposition, qui vient d'ailleurs de Gilles Deleuze, mais avant lui de Nietzsche, mais avant lui de Spinoza, entre puissance et pouvoir. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une phénoménologie des colères politiques ? Certains sociologues, certains historiens essayent cela. C'est très précieux pour nous de lire ces historiens. Mais cela suppose un point de vue transversal aux constructions historiographiques et philosophiques standards. L'un des exemples, je le trouve dans un texte très beau de Georges Bataille, donc transversal à ses savoirs. C'est un petit commentaire inédit au livre de Merleau-Ponty, Humanisme et terreur. Bataille écrit « Il y a un point de vue plus général que Hegel indique, c'est-à-dire que Hegel indique sans le développer, et que l'angoisse, vous voyez la psychologie à nouveau, que l'angoisse dérobe à Merleau-Ponty, mais il suppose une adhésion si entière à notre situation humaine qu'en quelque sorte, on entre dans la convulsion elle-même. C'est-à-dire l'idée que le philosophe entre dans la convulsion même de la colère. À travers ces mots, Georges Bataille indiquait une sorte de mouvement d'excès que le génie de Hegel, selon lui, avait laissé juste entrevoir. L'excès, c'est lorsque la pensée même se met en colère. D'ailleurs, je précise que la pensée qui se met en colère, c'est pratiquement l'expression que José Bergamin emploie à propos de Guernica, de Picasso. C'est un tableau où la pensée s'élève à la dimension de la colère. Quand la pensée se met en colère, sans rien lâcher de sa consistance et de sa rigueur. C'est difficile. On peut se tourner vers un penseur anarchiste comme Bakounine, qui n'hésite pas à construire quelque chose comme une équivalence anthropologique, selon lui, entre l'acte de penser et l'acte de se soulever. Toute pensée, pour Bakounine, c'est un soulèvement. Il dit que ce sont les deux facultés les plus précieuses et elles sont concomitantes dans l'espèce humaine, en sorte que la faculté de penser, c'est la faculté de se révolter. Je lis, je cite Bakounine. « L'homme ne devient réellement homme. Il ne conquiert la possibilité de son développement et de son perfectionnement intérieur qu'à la condition d'avoir rompu dans une certaine mesure, pour le moins, les chaînes d'esclaves que la nature fait peser sur tous ses enfants. L'homme s'est émancipé, il s'est séparé de l'animalité et il s'est constitué comme homme. Il a commencé son histoire et son développement proprement humain par un acte de désobéissance et de science. Les deux.
c'est-à-dire par la révolte et par la pensée. C'est-à-dire ce qu'il propose, et Bataille est très proche, c'est de réunir l'acte de désobéir et l'acte de penser. Dans les mêmes pages, on constate que Bakounine conclut que, en somme, le mot révolte n'est que l'autre face, mais négativement exprimée, du mot jouissance. Là aussi, on est assez proche de Bataille. Je ne m'étonne pas que Bakounine ait traversé en 1848 la grande colère parisienne de février 1948 dans un sentiment de griserie. Griserie, dit-il. Ivresse, dit-il. Quelque chose qui d'habitude se dit des fêtes les plus joyeuses et les plus exaltantes. Mais ce n'était pas joyeux, il y avait beaucoup de morts. Mais c'est aussi une fête. C'est une fête en négatif. Je cite Bakounine. Ce mois passé à Paris fut un mois de griserie pour l'âme. Non seulement j'étais grisé, mais tous l'étaient. Les uns de peur folle, les autres de folle extase, d'espoir insensé. Je me levais à 5 ou même 4 heures du matin. Je me couchais à 2 heures. Je restais sur pied toute la journée, allant à toutes les assemblées, réunions, clubs, cortèges, promenades, démonstrations. En un mot, j'aspirais par tous mes sens et par tous mes pores de la peau l'ivresse de l'atmosphère révolutionnaire. C'était une fête, sans commencement et sans fin. Je voyais tout le monde et je ne voyais personne, car chaque individu se perdait dans la même foule innombrable et errante. Je parlais à tout le monde, sans me rappeler ni mes paroles ni celles des autres, car l'attention était absorbée à chaque pas par des événements et des objets nouveaux, par des nouvelles inattendues. Il semblait, ça c'est très intéressant, il semblait que l'univers entier se fût renversé. L'incroyable était devenu habituel, l'impossible possible, et le possible et l'habituel devenaient insensés. C'est assez beau. En 1871, au moment de la Commune de Paris, Jules Vallès, magnifique écrivain, journaliste écrivain, Jules Vallès, l'insurgé, va décrire la Commune en particulier du point de vue d'une sorte de kermesse. Il cite à un moment donné des enfants. « Est-ce qu'on est en révolution, papa ?» Ce sont des enfants du marchand de vin qui demandent ça. Ils croient qu'il s'agit d'une fête. Façon de signifier dans ce texte que dans tout soulèvement, la colère elle-même, comme le dit Bataille dans un autre texte, la colère elle-même est de la fête. Dire en français c'est de la fête, ça veut dire que ça participe à. La colère fait partie de l'événement, mais on dit la colère est de la fête. N'oubliez pas les ethnologues. N'oubliez pas que les ethnologues définissent toutes sortes de fêtes. Il y a des fêtes où on pleure. Ça s'appelle des fêtes piaculaires. C'est l'expression employée par les anthropologues. C'est les pleurs collectifs. Ce sont des fêtes. Les fêtes funèbres, ce sont des fêtes. Les fêtes militaires, ce sont des fêtes. Les fêtes sauvages, etc., etc. Je vais ici vous parler, à travers la lecture de 2 livres extraordinaires sur des périodes plus anciennes, de la France de l'Ancien Régime. Ce sont des livres de l'historien Yves-Marie Bercé. L'un s'intitule « Fête et révolte » et l'autre s'intitule « Révolte et révolution ». Ce sont des livres magnifiques où, à travers l'étude des archives, l'historien essaye d'aller au fond de la pathos formelle et au fond du gestus psychique de ces phénomènes collectifs. Il est vrai que l'idée d'un soulèvement comme fête
appartient à la mythologie du soulèvement. C'est pas aussi drôle que ça, un soulèvement. Donc il y a un aspect mythologique évident dont parlent soit sur le moment, soit après coup, les acteurs de toute révolte. Mais il est vrai, note cet historien, que la fête manifeste en tant que telle, en tant que fête, une virtualité subversive toujours présente. Dans un nombre considérable, les exemples sont infinis, de circonstances historiques, mais par exemple, vous les avez, ces circonstances magnifiquement racontées par Victor Hugo dans Les Misérables, au moment où du deuil, de la fête funèbre, de l'enterrement du général Lamarque, qui va devenir une énorme manifestation, ou bien chez Eisenstein dans Le Cuirassé Potemkin, au moment du deuil de Vakulinchuk, le matelot, ce deuil et ces rites de lamentation qui deviennent en fait imprécation, puis soulèvement. Bon, à ce moment-là, vous comprenez que la violence subie se renverse, provoque une ritualisation qui fait que les gestes du deuil ou de la procession se transforment en une réclamation. Vous savez, en français, on dit se plaindre, je me plains, mais on dit aussi porter plainte. Porter plainte, c'est complètement... Quand on passe du se plaindre à porter plainte, ça veut dire qu'on réclame. On réclame justice et on se met en colère. C'est ça la puissance intrinsèque de la fête, même quand c'est une fête de deuil. C'est pour ça d'ailleurs que la divinité tutélaire de la fête, c'est Dionysos, évidemment. C'est ce qui transforme la colère en puissance expansive et en puissance éventuellement d'allégresse. C'est ce qui transforme un geste de peur ou d'agression en puissance pratiquement chorégraphique. Je dis chorégraphique parce que vous avez une foule entière, comme on le voit dans vos photos, Monsieur Armengol. Il y a quelque chose de chorégraphique et on le voit aussi dans l'exposition, dans les photographies de Gilles Caron, par exemple. La teneur chorégraphique de certains mouvements d'insurrection. C'est un opérateur de renversement des valeurs, et ça, vous le trouvez bien sûr chez des philosophes, chez des écrivains, vous le trouvez chez Nietzsche, évidemment, la tragédie, vous le trouvez chez Florence Christian Rang, quand Rang analyse les phénomènes de carnaval, vous le trouvez par exemple chez Mikhail Bakhtin dans ses analyses de Rabelais et de la culture populaire à la Renaissance, etc., etc. Dans le temps de la fête, il y a un temps hors du temps, ou un temps hors de l'histoire. Il y a un temps où la colère devient joie, est capable de devenir joie, et la violence est capable de devenir parodie. Ça veut dire qu'il y a des soulèvements qui sont festifs, et cela veut dire aussi qu'il y a des fêtes qui deviennent dangereuses. Par exemple, au Moyen-Âge, à la Renaissance, il y a des beuveries rituelles, c'est-à-dire les gens s'enivrent de façon rituelle. Ou bien il y a des parades avec des armes. Ou bien on demande aux jeunes de se réunir et de faire un tribunal, d'organiser un tribunal contre les gens qui sont au pouvoir. Ou bien il y a ce qu'on appelle la fête des fous. On laisse les fous sortir. Ou bien il y a ce qu'on appelle au Moyen-Âge, bien sûr, les charivaris, etc., etc. Cet historien dont je parlais, Yves-Marie Bercé, décrit comment une fête ne tarde jamais à mettre les signes du pouvoir sans dessus-dessous, en attendant de mettre sans dessus-dessous le pouvoir lui-même. La fête met les représentations du pouvoir sans dessus-dessous, mais il arrive quelquefois que la fête devienne le renversement du pouvoir lui-même.
Par exemple, la foule du carnaval juge, puis met à mort une effigie du pouvoir. Et les procédures juridiques sont imitées jusque dans leurs moindres détails. C'est pour rire. Mais ce peut être, et ça a été souvent le cas, dans la France avant la Révolution française, une sorte de répétition générale de quelque chose qui semblait impensable et inespéré, une vraie mise en cause du pouvoir en place. Il ne faut donc pas grand-chose, si les circonstances s'y prêtent, pour qu'à l'effigie, à la représentation, à l'image, succède celui-là même que l'effigie représente, à savoir l'agent du pouvoir seigneurial, par exemple, et non plus sa simple figure. C'est vrai que les rituels, on dit souvent qu'ils symbolisent des événements, d'accord, mais quelquefois les rituels produisent des événements. Et c'est ainsi que les fêtes se changent en révolte. Je cite un passage de Yves-Marie Bercé. L'insurrection éclate pendant un jour de fête. La réjouissance se change en prise d'armes. Aussi bien, l'émeute victorieuse s'achève en fête bachique et la foule danse après avoir mis en fuite ses ennemis. Donc, il y a une fête, puis il y a une révolte, puis il y a une nouvelle fête. Voyez ? Plutôt que de passage évident, écrit Bercé, ou possible, de la fête à la révolte, il serait plus exact de parler d'échange, car l'ambiguïté des récits empêche de dire le sens du passage, d'indiquer ce qui, de la fête ou de la révolte, précédait dans l'événement. Ça veut dire que dans les archives, on a du mal à savoir si au début c'était une fête, puis une révolte, ou si c'était d'abord une révolte, puis une fête. Les voisinages de la tradition et de la violence, l'actualisation des débordements coutumiers, l'intrusion des tensions sociopolitiques dans le calendrier des fêtes, tout cela mérite un inventaire assez précis de cas où l'on puisse faire le partage des rencontres fortuites ou bien des conséquences inéluctables d'un type de fait sur une autre catégorie de faits. Il s'agit au fond de s'interroger sur les rapports de la tradition instituée, ritualisée, avec l'événement, c'est-à-dire la chronique politique. Il n'y a peut-être rien de mieux qu'une fête traditionnelle, c'est-à-dire admise par tous, dans les mœurs, multiséculaire, survivante, pour faire passer des désirs, voire les mots d'ordre d'un soulèvement. Pendant les 2 siècles qui ont précédé la Révolution française, l'utilisation politique des fêtes est allée dans les 2 sens contraires, soit pour renforcer, soit pour déchoir le pouvoir en place. Ça va dans tous les sens. Par exemple, l'apparition fréquente dans les carnavals dans les villes en Suisse. Donc en Suisse, vous avez des carnavals. Mais dans les carnavals, tout à coup, vous avez plein d'allusions politiques et d'allégories moralisatrices. Et hop, vous avez un mouvement de rupture, et c'est là que se met en place le mouvement de la réforme en Suisse. Profitant donc de ces moments de carnaval. Et ça, à nouveau, il faut dire que Aby Warburg a étudié les tracts, en quelque sorte, illustrés de la réforme sous forme de monstres animaux dans la même relation que je suis en train de dire sur la question sur la Suisse. L'historien Yves-Marie Bercé, j'y reviens, porte une attention éclairante sur les inversions de genre, par exemple. C'est très intéressant, ça. Lorsque les attributs du carnaval deviennent des emblèmes de révolte. Par exemple, le 27 février 1630, dans la seconde semaine du carême, donc c'est une fête religieuse tout à fait traditionnelle, mais c'est en même temps le premier jour d'un véritable soulèvement des vignerons à Dijon. Et le meneur des vignerons, il est vêtu, il est déguisé en roi du carnaval. Vous voyez ? Ailleurs, les émeutiers, ça c'est un cas qui se passe dans une petite bourgade, Montmorillon, le 26 février 1707. Les émeutiers, en fait, sont déguisés en femmes.
Ils ont des coiffes, ils sont en jupon et ils sont armés de grands couteaux. Les grands couteaux dénotent à la fois l'art culinaire, mais aussi la possibilité de revendiquer très durement ce qu'on veut. C'est ainsi que la fête peut engendrer la violence agie par un mouvement réciproque au deuil éprouvé à la suite d'une violence subie. Violence subie, violence agie. Le problème, bien sûr, éthique, si vous voulez, ou plus général, c'est que la violence agit dans tous les sens. La violence n'a pas de... La violence n'a pas de guide. Elle n'est ni une valeur en soi, la violence, ni d'ailleurs une non-valeur en soi. Il n'y a pas de valeur. C'est très difficile de... Bon, on connaît le texte de Walter Benjamin sur la critique de la violence et on reste perplexe. Il n'y a pas de conclusion à ce texte de Benjamin. Décidément, j'aime beaucoup cet historien Bercé. Je reviens à son livre « Révolte et révolution dans l'Europe moderne » où il raconte énormément de cas pour que l'on comprenne la complexité des devenirs vers lesquels tout soulèvement, donc toute colère, est susceptible de bifurquer. En fait, la colère, elle est une puissance, mais en fait, il tient à très peu de choses à ce qu'elle bifurque. Donc, par exemple, première idée, un soulèvement se lève, il jaillit, il déferle comme une tempête. Ok. C'est un événement extraordinaire, mais c'est un événement imprévisible. Quoi après? Qu'est-ce qui se passe après? Alors après, ça s'est levé, ça peut se disperser, par exemple. La colère peut se disperser et retomber toute seule, comme les cendres d'un feu d'artifice. Ou bien, le soulèvement peut être écrasé par l'autorité, par la police. Dans de nombreux cas, le soulèvement peut être canalisé, c'est-à-dire contenu, dévoyé, nié dans son jaillissement propre. On va l'utiliser, on va exploiter la colère. Quand la révolte devient organisée ou hiérarchisée, cela veut dire souvent, pas toujours, mais souvent, qu'elle est soumise à des fins d'appareil politique, donc qu'elle finit dans une nouvelle soumission au pouvoir, à un autre pouvoir. Ou bien la colère peut être dévoyée, c'est-à-dire orientée vers un but qui n'était pas son but au départ. Je donne un exemple, je reviens à 1905, la révolution de 1905. Il y a eu de grands soulèvements en Russie, sur lesquels notamment Emma Goldman, que je citais au début, et Rosa Luxembourg ont beaucoup discuté. Et lors de ces soulèvements populaires, politiques, ouvriers, paysans, le ministre de l'Intérieur du Tsar, qui s'appelait Vyacheslav Pleve, a dit au tsar une phrase restée célèbre. Il a dit « Ne vous en faites pas, nous allons noyer la révolution dans le sang des Juifs. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait composer le fameux faux antisémite qui s'intitule « Les protocoles des sages de Sion ». Il a fait commettre de terribles pogroms dans de nombreuses villes, d'Ukraine en particulier, sous la férule d'une milice d'extrême droite qui s'appelait les Centuries Noires, milice d'extrême droite dont, quelque temps plus tard, les SS allemands ont imité non seulement les pratiques, mais même l'emblème de la petite tête de mort blanche sur fond noir, qui est en fait, chez les SS, c'est une citation des Centuries Noires russes. Et donc, ce que Bercé décrivait pour des périodes bien plus anciennes, et dans les exemples pris par Bercé, on n'a pas un tel cynisme, il y a un grand cynisme du ministre de l'Intérieur. On va trouver un bouc émissaire pour ces révolutions, pour ces révoltes ouvrières. En tout cas,
on constate les mêmes processus de détournement de la colère qui sont à l'œuvre quant à la souveraineté de la fête et à la légitimité de la révolte. Succède ce que Bercé, donc pour des périodes assez anciennes, des périodes médiévales et renaissantes, appelle des phénomènes donc de bouc émissaire ou des phénomènes de xénophobie purificatrice, supposés assurer le renforcement du sentiment de cohésion, d'identité collective. C'est-à-dire que les gens se révoltent et on trouve un moyen de transformer cette colère en quelque chose qui va devenir une xénophobie purificatrice et une identité collective. Je cite Bercé, parce qu'il donne des exemples. Dans cette détermination purificatrice, des boucs émissaires, alors c'était par exemple les gabeleurs. Les gabeleurs, ça veut dire ceux qui étaient désignés pour retirer l'impôt de la gabelle. Les usuriers, les non-chrétiens étaient les victimes désignées. Les étrangers, les juifs, étaient d'abord les cibles privilégiées de tels déchaînements. La xénophobie atteignait des groupes socialement isolés, spectaculairement différents, facilement accessibles et aussi favorisés économiquement, créanciers ou concurrents. L'annonce d'un malheur imputé à ce groupe, par exemple un début d'épidémie, la perte d'un navire ou un sacrilège, entraînait la vindicte populaire. Exemple, la nouvelle de la prise des bateaux marseillais provoque le massacre d'une ambassade turque séjournant à Marseille le 20 mars 1620. On assassine tous les Turcs à Marseille. Autre exemple, des matelots anglais sont égorgés à Édimbourg en 1706 pour de semblables raisons. À Londres, la hantise d'un complot papiste suscite périodiquement des chasses à l'Irlandais, puisque les Irlandais sont catholiques. Le petit peuple romain s'en prend aux Espagnols, accusés d'enlever les jeunes gens pour leur armée. Un massacre de 2000 Juifs à Lisbonne, le 19 avril 1506, survient alors que la ville était menacée de peste, etc. Y a-t-il une conclusion ? N'y aurait-il pas d'autre destin à la colère des peuples que soit la soumission d'un côté et le ressentiment de l'autre ? Vous voyez que les soulèvements peuvent engendrer indistinctement le pire ou le meilleur. L'exposition s'appelle insurrection, mais insurrection n'est pas une valeur. C'est une valeur selon la valeur d'usage, mais le mot lui-même ne dit pas que c'est bien ou mal. Je tiens beaucoup à ça. Il y a eu, au moment de la Révolution française, beaucoup d'insurrections contre-révolutionnaires. Entre 1885 et 1914, les origines du fascisme en France se placent rigoureusement dans ce que le grand historien Zeev Sternhell a nommé la droite révolutionnaire. La droite révolutionnaire. Elle était de droite, mais elle était en effet révolutionnaire. En France, il y a des émeutes, mais nationalistes, en 1899. Ernst Junger, parle de mobilisation totale. Et c'est-à-dire met en place l'idée d'une révolution conservatrice qui a été très bien analysée, notamment par l'historien italien Enzo Traverso. Si vous lisez l'ouvrage récent de Emilio Gentile, en français c'est « Soudain le fascisme », vous comprenez que la marche sur Rome de Mussolini, c'est une authentique insurrection anti-étatique. Bon, mais immédiatement convertie en dictature fasciste. Et sans compter, ici, en Espagne, l'usage du mot « levantamiento » par Franco en 1936. Voilà pourquoi nous devons être prudents
Les mots soulèvement, insurrection, révolte sont des mots très beaux, mais ne sont pas des mots magiques. Ce ne sont pas des clés pour tout ce qui touche au désir d'émancipation, ce ne sont pas des clés même pour tout ce qui touche à la constitution du champ politique. Il faut quelque chose de plus, il faut un usage. Nous sommes loin du compte, et donc, dans cette conférence, je ne peux que vous dire ma modestie devant ce problème. Où va la colère ? C'est une question qui ne dépend pas unilatéralement de la puissance que son torrent déploie. C'est une question en fait dialectique. Et elle appelle une réponse dialectique. Un aperçu de cette façon dialectique de penser, c'est lorsque Bertolt Brecht, dans son journal de travail, le 28 juin 1942, écrit cette chose magnifique sur le fascisme. Il écrit « Le fascisme, c'est un système de gouvernement capable d'asservir un peuple à tel point qu'on peut abuser de lui pour en asservir d'autres. Comme ça, il sera content. » N'allez pas me dire que c'est de l'histoire passée. Cette chose nous concerne aujourd'hui, évidemment. Cela veut dire en tout cas qu'il est aussi difficile que nécessaire, quand on parle de soulèvement, de tenter une description et non pas un jugement, de tenter d'abord une anthropologie des émotions politiques, mais sous un angle dialectique. Alors, je vais repartir d'un peu plus haut. Je vais repartir d'une proposition de base extrêmement simple. C'est que toute puissance, au sens de Spinoza, au sens de Nietzsche, au sens de Deleuze, toute puissance cherche à se rendre sensible. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire une exposition sur ce thème. Parce que c'est le monde sensible qui nous concerne, l'aesthésis, l'esthétique. Cela veut dire tout simplement que toute puissance cherche à sortir d'elle-même et à s'exprimer au sens de l'Ausdruck, de Warburg, mais au sens de l'expression chez Deleuze, et à se soulever depuis ses propres fonds. Et quand je dis ça, je pense évidemment au duende, au sens où García Lorca en parle, quelque chose qui monte depuis le fond. Tout ça pour apparaître dans le monde visible. Comment ? Comme un geste, comme une image, comme une prise de parole, éventuellement, plus tard, comme une action. Son mouvement même, le mouvement de la puissance, est à l'image de cette image, une vraie image, que Walter Benjamin a si bien commenté, et de façon si dialectique dans Sens unique. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous montrer cette image, mais peut-être beaucoup d'entre vous l'ont en mémoire. C'est une image qui représente l'espérance, spes, l'espérance, la figure allégorique. Elle est représentée notamment par Andrea Pisano dans un relief à Florence. Elle est représentée dans une peinture en grisaille par Giotto à Padoue. Benjamin, dans Sens unique, décrit cette figure. C'est une femme, évidemment. Spes, en latin, c'est féminin. Elle a les bras tendus vers le haut. Et si vous vous souvenez, elle a quand même de toutes petites ailes. C'est un peu spécial. Ses ailes sont particulièrement petites, qui lui poussent dans le dos. Le fruit qu'elle convoite, ça c'est dans le texte de Benjamin. Si vous regardez bien les images, ce n'est pas un fruit en fait. C'est clair dans l'image de Giotto, c'est une couronne. C'est un bijou. C'est un bijou de gloire, la couronne, issu en fait de la transformation
de l'humiliante couronne d'épines du Christ, évidemment, dans la Passion. Mais enfin bon, c'est une couronne. Benjamin dit bien, elle tend les bras, elle a des ailes, et pourtant, le fruit demeure inaccessible. Et il dit, rien n'est plus vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'espérance espère. Et cela ne veut pas dire qu'elle trouve sa satisfaction. Cela veut dire qu'elle se rend sensible dans une forme, dans une image, dans un mouvement d'image, comme si tout mouvement d'image était, dans cette perspective, la forme sensible d'une espérance. Et faire une exposition sur les insurrections, c'est juste des formes sensibles de l'espérance, pas plus. Pas de doute, quand on connaît Walter Benjamin, que cette figure de l'espérance trouve son point de conclusion et son point d'aboutissement dialectique dans la fameuse aquarelle de Paul Klee, Angelus Novus. Angelus Novus, une aquarelle très célèbre de Paul Klee que Benjamin possédait. Vous voyez donc un ange, et c'est un ange très bizarre parce que, si vous regardez, on dirait qu'il est fait de feuilles de papier roulées. On dirait qu'il est fait de papier. C'est aussi, comme l'espérance, un corps qui lève les bras. Et d'ailleurs, ces bras pourraient être aussi des ailes. Mais c'est une figure qui espère quelque chose dans le désespoir même de cette espérance. L'ange est sur le point de s'éloigner de quelque chose qu'il fixe pourtant du regard. C'est Benjamin qui dit ça. C'est une façon de représenter l'espoir au point le plus crucial de sa quête, c'est-à-dire là où il est le plus proche du désespoir. Et ça, c'est frappant dans les images de Giotto, de Pisano, c'est frappant dans les images de Goya, c'est frappant dans les images de Victor Hugo, c'est frappant dans les images de Miro. L'espoir du condamné à mort, qui est, disons, une œuvre très importante, je crois, pour l'exposition que nous avons faite en bas, qui montre des corps tendus, qui montre, même quand ce ne sont pas des corps, qui montre des mouvements de tension. L'idée, c'est ça, c'est une émotion. Une émotion, c'est un mouvement hors de, c'est un mouvement hors de soi. L'espérance, c'est ça, c'est un mouvement hors de soi. Selon Spinoza, l'espérance est une émotion, c'est un affect. Dans l'éthique, l'espérance est un affect, en plus, c'est un affect de laetitia, de joie. Mais c'est un affect paradoxal. Je pense bien sûr, en vous parlant d'espérance, du lien très fort entre Walter Benjamin et Ernst Bloch. Le principe espérance, ce grand philosophe de l'espérance, qui a développé toute une théorie de ce qu'il appelle les images souhaits, les images désirs. Spinoza dit « L'espérance est un affect de joie, mais paradoxal, parce que son temps est paradoxal. Parce que l'espérance est un affect anachronique. » Pourquoi anachronique? Parce que la joie ne vient pas de quelque chose qui est présent. La joie vient de quelque chose qui est, dit-il, soit passé, soit à venir. Si c'était dans le présent, ça serait une vraie joie, une pure joie. Mais l'espérance, c'est... voilà. Et entre le passé et l'avenir, Spinoza dit, eh bien, tout cela fonctionne ex imagine, par l'image. Ex imagine, rei futurae, vel praeteritae. C'est par l'image d'une chose future ou passée. D'où l'importance de regarder des images, parce que les images nous parlent à la fois du passé et du désir.
Cela fait de l'espérance, dit Spinoza, une émotion instable. Eh bien, bien sûr, c'est une joie très fragile. C'est une joie qui est toujours sur la crête de la plus profonde tristesse. La version négative de l'espérance, ça s'appelle le désespoir, desperatio. Giotto a représenté le désespoir juste en face de l'espérance à Padova. Et le désespoir, c'est aussi une femme. Au lieu d'avoir les bras vers le ciel, elle a les bras vers le sol. Elle a les poings fermés comme si elle était incapable de saisir quoi que ce soit. L'autre, elle a les mains ouvertes. Et puis, bien sûr, la desperatio, elle s'est elle-même donné la mort. Elle s'est pendue. Je voudrais finir juste en disant qu'il n'y a pas de soulèvement sans espérance. C'est très simple ce que je dis. Et si l'on accepte de prêter attention à la définition spinoziste de cette définition, de cette notion affective, donc, il n'y a pas de soulèvement sans le mouvement, la joie, le doute, l'image, l'affect, le temps passé, le temps futur. C'est toutes ces idées d'ailleurs qu'on trouve dans un livre très beau, je vais terminer par là, je vous conseille la lecture, je ne sais pas s'il est traduit en espagnol, c'est le livre de Furio Iesi, Spartacus, Simbologia della rivolta. C'est traduit en espagnol? Tant mieux. C'est un essai très intéressant parce que d'abord il est lié de façon profonde à une certaine manière de penser l'histoire et la temporalité chez Warburg par exemple. Et en même temps, il a donné lieu à de très très beaux essais de philosophie politique en Italie. Par exemple, le livre de Pierandrea Amato, La Rivolta, par exemple. Voilà, je vous remercie beaucoup.